Ah, il y a du mieux. C'est pas encore au niveau exceptionnel, mais ça s'améliore d'épisode en épisode depuis ce début de saison 2, et ça continue comme ça pourrait être super à la fin. Alors, c'est décomposé en deux parties, j'ai le sentiment que ça va suivre beaucoup ce schéma-là, en tout cas cette saison 2, vu qu'on a ça depuis pas mal de temps. Où, d'une part, on va suivre nos héros principaux qui vont tomber dans une mission qui n'a d'intérêt que ce qu'on découvre à la fin, et de l'autre côté, on va suivre Hordak un peu en détail, enfin. On n'avait jamais vraiment vu le gars en action particulièrement, et on finit enfin par comprendre avec cet épisode pourquoi il est en retrait, pourquoi il participe pas en fait. Parce que un de ses buts, surtout, ça n'a pas l'air d'être de conquérir, ou alors pas de conquérir seulement Bright Moon. Faudrait voir hein, par la suite, hein, ses motivations seront peut-être plus clarifiées après coup. Mais voilà, j'apprécie ça, j'apprécie qu'on développe particulièrement Hordak, ses motivations et un petit peu comment il gère son groupe et comment ça affecte un petit peu les gens sous ses ordres. C'était très intéressant ça. L'autre partie que je vais vous résumer assez vite, c'est sur donc Adora, Flèche d'Or, Scintilla et Fugor qui partent faire une petite mission au village d'Arwin. Il me semble que c'est comme ça que ça s'appelle, je m'en fiche. Dites-moi le bon nom en commentaire si vous voulez. Bref, le village en question, il me semble que c'est le village qu'on a vu dans l'épisode 2 de la saison 1. Me semble-t-il, hein, c'est pas super clair. Et donc, ouais, au début, ils font un petit topo sur l'affaire entre Apta en se disant, ok, c'est dommage, mais voilà, on fait avec. C'est plus ou moins ça, hein, donc, le grand impact que c'est censé avoir, je vous cache pas qu'il est pas particulièrement là. Et sinon, ils découvrent que le village est déserté, il y a une atmosphère un petit peu pesante, un peu mystérieuse, un peu effrayante, et ça rappelle à Adora les moments où Ténébra lui racontait des histoires de princesses fantômes pour lui faire peur. Genre, elle lui a jamais enseigné ce qu'était une tante, mais elle lui racontait des histoires de fantômes pour lui faire peur, pour s'amuser comme ça. Est-ce qu'il y a une logique à ce délire ou c'est une connerie que vous nous balancez comme ça enfin bref, quoi, elle raconte ça et ce qui fait que tout le monde finit par avoir peur, se dire il y a quelque chose de pas net, surtout que tout le monde a déserté la ville, il y a quelque chose qui va pas, et c'est la mise en scène typique de l'atmosphère sinistre et nos héros principaux qui ont peur, pour qu'au bout du compte on découvre que ce ne sont pas des fantômes mais des hologrammes généré par une tour cachée des fondateurs, une ruine cachée des fondateurs sous des ronces qui s'est à moitié réactivée. Et oui, c'est la seule chose intéressante à découvrir, quoi. Il y a une tour des fondateurs qui s'est réactivée. Les 5-6 grosses minutes qu'on passe à foutre l'atmosphère autour de ça, je les trouve sans intérêt. Et qu'on se comprenne bien, évidemment que chaque intrigue va pas nous donner du développement important de l'histoire principale à chaque fois, c'est évident. Mais le problème que j'ai avec ça, c'est que ça appuie juste des personnages que je connais déjà et que je trouve pas ultra folichons, et ça les fait pas évoluer, ça les dépeint pas en lumière de façon particulièrement puissante. Ce qui fait que j'ai juste les personnages auxquels je suis habitué, que je trouve ouais, juste passables, quoi. J'ai vu une aventure totalement passable que j'ai déjà vu tonnes de fois avec l'atmosphère sinistre, qu'est-ce que c'est, tout ça, et ils en tirent pas grand-chose. Et bon, à la fin, ils finissent par découvrir cette fameuse autre tour, ces espèces de ruines bizarres qui affichaient donc des hologrammes. Shira en tombe des nues que les fondateurs étaient un peu des êtres humains comme tout le monde avant, et ils se posent pas plus de questions. Ils comprennent que c'est la raison pour laquelle les villageois ont déserté le coin, ok, mais ils n'essayent pas de capter plus en détail le message que ça pouvait renvoyer. Peut-être qu'on pouvait avoir des informations importantes, non, ils n'utilisent pas ça. On dit on va éteindre le signal, hein, c'est comme ça les gens auront plus peur. Ils vont pas chercher plus loin.
Et la seule chose qui amènera à un début de progression, c'est le fait que même en ayant éteint le signal, il reste un message qui s'affiche sur la tablette de Flèche d'Or. Hein. On a pu un tout petit peu que, avec ce qui s'est passé, il doit se sentir confiant quant à ses capacités technologiques, même s'il égalera pas Entrapta. Ok, super pour lui. Et ouais, quoi, il y a un espèce de signal bizarre qui est capté sur sa tablette, un résidu de message. Et ça active une autre tour des fondateurs au loin et qui affiche le même message codé que j'ai pas pris la peine de voir en détail parce que je m'en tape un petit peu vu comment vous l'amenez. Donc voilà, c'est le mystère, j'imagine que ça reviendra. Hein, je suis sûr qu'il y a énormément de fans, après avoir vu ça, se sont dit « Ah, mais qu'est-ce que ça doit être ?» Ou peut-être pas, parce que, étant donné que je suis sûr qu'on va avoir la réponse d'ici la fin de la saison 2, ou peut-être pas, hein, on verra. Si on a la réponse d'ici la fin de la saison 2, c'était pas trop la peine de s'emmerder à avoir des théories là-dessus. Mais bon, personnellement, je me sens pas de faire des théories là-dessus. Hein. Il y a un message. Est-ce que ça vient d'Eternia ? Puisque à nouveau, on dit qu'Eteria et Eternia existent. Est-ce qu'on va avoir un aperçu du monde de Musclor, tout simplement? Et ce qui me fait penser ça, c'est qu'on appuie de façon super claire qu'il existe différents mondes dans cet épisode, avec l'intrigue plus centrale sur Hordak, qui est nettement plus intéressante. Puisque ça met en avant, d'une part, qu'il est en train de faire des recherches sur une espèce d'engin et qui permettrait de faire des portails. On ne sait pas exactement pourquoi, on aura la réponse à la fin de l'épisode, et pour l'instant ça marche pas super bien. Il fait des progrès mais ça marche pas super bien. On voit qu'il a cette aspiration-là, et aussi il reçoit Catra qui essaye un petit peu de se faire mousser auprès de lui, mais ça marche pas trop puisqu'il commence à être un peu déçu par ses échecs récents. Avec les machines qui ont été détruites et elle qui s'est faite capturer pendant un instant. Donc il lui montre bien avec une espèce de machine qui peut supprimer l'atmosphère de l'air elle est sur la sellette et qu'elle doit pas trop le décevoir par la suite. Et on va appuyer le fait que le job de commandant en second de Catra, ça va pas être une partie de plaisir où elle pourra se permettre de faire tout ce qu'elle veut. Et elle est en eau trouble. Hein, on appuiera bien ça lorsque on mettra en avant le fait qu'il y a certaines responsabilités à gérer qui sont pas de l'ordre de allez attaquer ci, allez attaquer ça. On va avoir un truc un peu plus recherché dans le sens où il manque de matériaux pour faire des armures et il y a certaines procédures à faire qui sont pas forcément simples à connaître. Et en plus de ça, il y aura toute l'affaire Entrapta, parce qu'on va suivre pas mal Entrapta dans cet épisode-là. Donc, on met ça en avant, le fait qu'il y a des responsabilités à gérer pour elle et que c'est pas aussi drôle qu'elle l'espérait, surtout lorsqu'elle confronte un petit peu Ténébra par rapport aux anciennes responsabilités qu'elle avait elle. On essaie une fois de plus de donner le change, de faire croire que tout va bien pour elle, alors que elle commence à se sentir beaucoup plus tendue de sa situation. Donc c'est intéressant hein, la façon de mettre ça en place. Voilà, c'est pas juste de l'action. On essaye de mettre en avant des moments de tension, des moments plus psychologiques où il n'y a pas des masses d'action. La seule action qu'il y a réellement, c'est un tout petit peu d'action lorsque on croit que c'est des fantômes avec les hologrammes d'Adora et compagnie, mais en dehors de ça, il n'y a pas vraiment d'action. C'est cool ces épisodes où on se pose, où on expose davantage la situation, comment nos personnages l'aperçoivent, et un petit peu des informations qu'on découvre. Avec Hordak, justement, qui est en train de travailler sur sa machine, ça l'énerve un petit peu, et pendant ce temps-là, on va suivre un petit peu Entrapta, qui, à partir d'un petit délire avec sa table qui est mal vissée, essaye de trouver une clé à clous ou un truc comme ça, enfin une clé spécifique, elle n'est pas à disposition et donc elle va partir dans son gros délire de il faut que je cherche un petit peu partout, je trouve pas, elle ennuiera un tout petit peu Catra à quelques moments, mais elle finira par se rendre dans le bureau d'Hordak, enfin dans les appartements, dans le sanctuaire, c'est ça, le sanctuaire d'Hordak, comme on dit, pour se renseigner, parce qu'elle est curieuse, tout ça, et elle voit qu'il galère un petit peu avec sa nouvelle invention, elle se dit, ok, il faut pas qu'il s'énerve comme ça, mais je vais lui arranger son petit truc en catimini, et c'est ça le truc qui va un tout petit peu gêner la chose, c'est que, à nouveau, on affiche tellement le personnage d'Entrapta comme juste une fanat de la technologie qui s'en fout royalement de tout le reste. Ce qui fait que c'est un bon
c'est une bonne excuse pour faire évoluer les choses d'un point de vue technologique, puisqu'elle est super douée, mais ces relations, une fois de plus, ne signifient que dalle. Je sais que je me suis étendu à fond là-dessus, mais toutes les relations que pourrait forger Entrapta, pour l'instant, ça signifie que dalle. C'est juste, elle est là, elle s'amuse de la technologie, puis basta, quoi. C'est ce qui peut être intéressant dans certaines circonstances, mais quand ça aide à faire progresser à ce point le scénario, parce que, à nouveau, hein, si la Horde a réussi à progresser autant, c'est totalement grâce à elle. Elle arrange tout en Trapta, hein. À un niveau, c'est incroyable, hein, punaise. Ouais, quand elle arrive, quand Katimini, elle répare un petit peu, elle arrange la machine parce que elle a utilisé des meilleurs câbles que Hordak. Hordak est impressionné et au début, même s'il est un peu énervé, il se dit ok, elle m'impressionne, elle va peut-être pouvoir m'aider à bosser sur mon projet. Et à la fin, on verra que Catra l'aura mal, qu'il s'acoquinera un petit peu plus avec Entrapta qu'avec elle. Donc il y aura peut-être cette petite animosité de sa part, hein, on verra bien. Le fait est que c'est très intéressant par rapport au fait que donc Hordak avance dans quelque chose et qui n'est pas en lien direct avec la prise de pouvoir sur Bright Moon, semble-t-il, parce qu'il veut créer une technologie de portail qui permettrait pas seulement de se déplacer n'importe où sur la planète d'Eteria, mais sur d'autres planètes. Entrapta qui est super excité à l'idée qu'il existe d'autres planètes, c'est vrai, vous le dites, je suis trop excité. Et ouais, apparemment, Hordak, il connaît le principe, mais c'était pas le roi de la technologie des autres planètes d'où il vient. Parce que ça appuie de façon assez claire qu'il ne vient pas de cette planète. Ce qui est exactement le cas dans la version originale. La version des années 80, c'était, ce me semble, hein, ça fait un petit moment que j'ai pas suivi le reste de la série en dehors donc, du film d'introduction. Il y avait Hordak qui venait d'une planète de conquérants qui s'était attaqué à Eternia avant Eteria et surtout il obéissait aux ordres d'un grand maître, une espèce de grande machine qui s'appelait Horde Prime. Qui est peut-être le futur grand méchant de cette série. Si ça se trouve, on aura Horde Prime. Il me semble que c'est Horde Prime. Hein. N'hésite pas à me reprendre. Hein. Je ne me souviens plus du détail. Hein. Ça fait partie du lore de la série principale, ça. Donc, c'est pas impossible qu'ils cherchent un petit peu à renouer avec Horde Prime parce qu'ils se sont perdus de vue pour une raison ou une autre, qui n'a peut-être pas grand-chose à voir avec Eternia, peut-être, on ne sait pas. Peut-être que le message en question qu'on voit à la fin de l'épisode sur la tour des fondateurs a un lien avec une planète qu'il essaye de joindre. Ça peut être Eternia comme autre chose. Ça peut être très intéressant de voir ça et peut-être que on se penchera plus là-dessus. Mais c'est très intéressant de montrer que il n'a pas que la prise de contrôle sur Bright Moon et tout le reste du royaume à cœur. Il tient surtout à se détacher de cette planète qu'il juge comme primitive. Même si il y a quelqu'un qui se connaît mieux en technologie que lui là-dessus. Mais c'est intéressant de sa part. On se penche un peu plus sur Hordak. Il commence enfin à dégager autre chose que la vibe je suis le grand chef assis sur mon trône à attendre. C'est déjà bien. J'apprécie ça. Hein, c'est un plus. Et l'influence qu'il a sur Catra et comment elle sent cette tension, c'est pas mal du tout non plus. On sent aussi une tension qui se poursuit, qui s'étend à Scorpia, dont je pourrais parler un petit peu, parce que on sent qu'il y a cette attache dépendante à Catra, pour qui elle a de l'affection, peut-être même une affection romantique. On sent un petit peu que ça pourrait être ça. Ce serait intéressant à voir. En tout cas, on sent qu'elle a une affection particulière pour Catra et elle essaie de l'épauler, même si elle est un petit peu maladroite, même si on appuie le ton là, davantage léger là-dessus. On sent qu'il y a une dépendance qui est pas forcément la plus saine qui soit envers Catra. Comme s'il n'y a que cette fille-là qui comptait pour elle et qu'elle accepte les brimades et la façon dont elle la voit un peu de haut, dont elle la considère un peu comme son laquais en fait. Ça peut être très intéressant si c'est développé par la suite, ça. Le peu qu'on montre entre Catra et Scorpia, qui a été un tout petit peu appuyé dans l'épisode précédent, je dois reconnaître, on montrait un petit peu que Scorpia avait une attache assez particulière envers Catra, ça peut promettre par la suite. Donc, ouais, un épisode qui développe bien ça, qui développe bien les personnages au sein du Rocher de la Peur. Entrapta qui est là-dedans avec son gros délire et qui est déphasé par rien du tout. C'est un peu bizarre, mais en dehors de ça, c'est très intéressant pour
pour dépeindre ce côté-là. Vraiment, c'est une très bonne partie de l'épisode, et si tout l'épisode avait été comme ça, j'aurais peut-être pu considérer ça comme un épisode à pouce levé, mais il y a toute la partie pas négligeable sur Adora et compagnie qui baisse un petit peu la qualité globale et qui fait que c'est bien, sans plus. Mais la partie où ça se débrouille bien, ça débrouille très bien. Pas énormément de mauvaises choses à dire. Donc, cool, hein, vous avez bien évolué en 3 épisodes. Maintenez ce niveau de qualité, s'il vous plaît. On verra bien par la suite. À bientôt pour l'épisode 4. Bye!